Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cours après ces vacances qui, je l'espère, auront été reposantes et bénéfiques pour vous. On va reprendre aujourd'hui avec une séquence d'un nouveau thème et on va reprendre l'histoire aujourd'hui. Alors je vous avais demandé de faire un travail avant les vacances. J'avais trouvé ça un petit peu plus détendu que d'habitude et je pense que ça n'a pas été quelque chose que vous avez particulièrement détesté. En tout cas, je l'espère. Mais je vous avais demandé de regarder un C'est pas sorcier sur Pompéi. Alors je vous avais dit qu'on n'allait pas travailler directement sur la ville de Pompéi, mais en tout cas, il permettait de remettre dans l'ambiance de l'Empire romain et de revoir des choses qu'on avait un petit peu dites quand on avait étudié le mythe de la naissance de Rome, sur le fonctionnement de la ville, sur les institutions politiques, etc., etc. Aujourd'hui, on commence une nouvelle thématique et on va s'intéresser cette fois-ci au monde romain vraiment en particulier. On va se focaliser uniquement là-dessus. Et nos séquences qui s'inscriront dans ce thème traiteront de l'Empire romain dans le monde antique. Et on va commencer avec une première séquence de ce nouveau thème, la séquence 1, qui va traiter des conquêtes, de la paix romaine et de la romanisation. Alors peut-être que ce sont des termes qui sont assez flous pour vous pour le moment, c'est tout à fait normal. Ce sont des termes que vous n'avez probablement jamais rencontrés, vous n'en avez peut-être que très peu entendu parler, peut-être en CM1 et en CM2, un petit peu, ou encore au cycle 2, encore avant. Mais voilà, ce sont des termes nouveaux que nous allons étudier, et vous allez voir que c'est autour de ça que va s'articuler notre séquence. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'une séquence du parcours PEAC. Et on va tout de suite commencer avec un document d'accroche. J'aimerais que vous preniez le document 3 de la page 109. Alors, je vous rappelle, quand on a affaire à un document de la sorte, on va lire le titre. On va essayer de décrire plus ou moins ce qu'on voit et d'essayer de comprendre ce qu'on voit. Ça, c'est donc l'analyse, la description tout d'abord, l'analyse et la conclusion qu'on peut en tirer. Vous avez donc un titre à ce document. Il s'agit de l'arc de Trajan, en 114 après Jésus-Christ, à Bénévent, en Italie. Construit en l'honneur de Trajan pour avoir ouvert une nouvelle route commerciale, la Via Traiana, il s'agit de l'arc romain le mieux conservé de tout l'Empire. Ses nombreux hauts-reliefs vantent les mérites d'un empereur conquérant, bâtisseur et bienfaiteur. Alors tout en haut de cet arc, vous avez une inscription qui est écrite en latin, en forme un peu abrégée. Je vais d'abord vous la lire en latin, et ensuite je vous lirai la traduction en français. Alors en latin, ça donne Imperatori Caesari divi Nervae filio, Nervae Traiano optimo Augusto, Germanico Dacico Pontifici Maximo Tribunicia potestate, octodecies Imperatori, septies consuli, sexies patriae, fortissimo principi, senatus populusque romanus. J'ai fait exprès de vous le lire en latin pour vous donner l'envie pour l'année prochaine, puisque l'année prochaine, vous savez que vous ferez du latin normalement. Pas beaucoup, hein, mais vous en ferez un petit peu quand même peut-être avec moi. La traduction est la suivante. À l'empereur César, fils du divin Nerva, Nerva Trajan, le meilleur des Augustes, vainqueur des Germains et des Daces. Alors les Germains et les Daces, rien à voir avec un match contre l'OM où Valère Germain aurait joué. Il s'agit d'un peuple qui se trouve dans la province de Germanie de l'époque. Il s'agit de l'Allemagne actuelle, plus ou moins. Et les Daces, c'est un peuple qui vit en Roumanie actuelle, puisque la Roumanie, on l'appelle Dacia. D'ailleurs, vous connaissez déjà ce mot, puisque c'est le nom qui a été repris pour une célèbre marque de voiture qui s'appelle la Dacia, puisque ça veut dire Roumanie, ou en tout cas la province de l'époque romaine qui s'appelait la Dacie en français.
et les habitants de cette province s'appelaient les Daces. Donc je reprends. Vainqueur des Germains et des Daces, grand pontife investi de la puissance tribunicienne 18 fois, proclamé imperator 7 fois, consul 6 fois, père de la patrie, prince très valeureux, le Sénat et le peuple romain. Bien. Alors, la question c'est comment est représenté l'empereur Trajan sur ces différentes scènes. Alors regardez bien, on vous a mis en évidence 3 scènes et on vous a mis une petite légende pour ces 3 scènes. Première scène en haut à droite de la page 109. Après sa conquête par Trajan en 115, la Mésopotamie, représentée à genoux, entourée de ses 2 fleuves, demande la clémence de l'empereur, au milieu à droite. Donc on ne peut pas se tromper, hein, l'empereur c'est celui qui est entouré par tous les personnages. Tous les regards sont tournés vers l'empereur. Et on voit devant lui une personnification de la Mésopotamie qui est à genoux, et de part et d'autre on a la personnification des 2 fleuves, que je vous rappelle vous devez connaître puisqu'on l'a étudié. Les fleuves qui entourent la Mésopotamie, c'est le Tigre et l'Euphrate, puisque je vous rappelle que le mot Mésopotamos, ça veut dire entre 2 fleuves. Ensuite, scène suivante, les marchands italiens en toge remercient l'empereur à droite pour avoir garanti la prospérité de l'Empire. La prospérité, ça veut dire qu'ils vivent bien, que l'économie se porte bien, qu'ils ont à manger, qu'ils ont voilà, des choses en suffisance. Et tout en bas, dernière scène, Trajan à gauche, sans tête. Alors c'est pas parce qu'il n'avait pas de tête au départ, hein, c'est que ce monument a quand même euh, presque 2000 ans, 1900 ans à peu près. Donc en 1900 ans, c'est normal que ça bouge un petit peu. Et il a probablement perdu la tête, si vous me passez l'expression, au fil des années. Donc Trajan, à gauche sans tête, fait distribuer de la nourriture aux pauvres et aux enfants, ceux-ci accompagnés par leur père et entourés de personnages représentant des cités d'Italie. La question est donc, comment est-ce que Trajan est représenté sur ces différentes scènes? Je vous laisse 2-3 petites minutes pour y réfléchir, de votre côté. Alors si on réfléchit bien, première scène, Trajan, il est représenté comme quelqu'un qui a conquis la Mésopotamie, ou qui a permis à l'Empire de conquérir la Mésopotamie. Donc il est représenté comme un conquérant. Deuxième point important, il est représenté comme quelqu'un qui a permis la prospérité de l'Empire. Pourquoi? Parce qu'il a construit des choses. Donc, il est représenté comme un bâtisseur. Troisième point, on le voit, il est représenté comme quelqu'un qui a fait beaucoup de bien autour de lui. Il fait distribuer de la nourriture aux enfants, il permet la prospérité, etc., etc. Donc il est représenté également comme un bienfaiteur. Donc il est représenté comme un conquérant, un bâtisseur et un bienfaiteur. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il l'est forcément, mais c'est comme ça que le peuple de Bénévent a voulu représenter l'empereur Trajan pour le remercier d'avoir ouvert cette route commerciale. Souvenez-vous, à l'époque, les routes commerciales sont extrêmement importantes, comme encore maintenant, hein, mais à l'époque de l'Empire romain, on ouvrait une route commerciale pour être relié à Rome. Rome qui était le centre de l'Empire. Donc, si on était relié à Rome, ça assurait une grande prospérité. Donc le fait qu'il ait ouvert cette route commerciale, les marchands doivent être extrêmement heureux de cela. Ça va leur apporter une grande prospérité. Donc on le remercie, quitte même à exagérer. C'est ce qu'on appelle communément être un peu... Enfin, cirer les pompes. Voilà. Quand on cire les pompes de quelqu'un, c'est pour en dire beaucoup beaucoup de bien, quitte à être un petit peu hypocrite, mais c'est pour montrer qu'on est vraiment très content de quelque chose et en faire des caisses. C'est un petit peu ce que sont en train de faire ces marchands italiens. Deuxième document d'accroche qu'on va analyser, j'aimerais que vous preniez le document 2 de la page 111. Il s'agit ici d'une mosaïque romaine du cirque de Barcelone.
Alors, je vous rappelle, on l'avait déjà vu, mais le mot cirque, c'est pas forcément qu'il y a des animaux, des clowns, etc. Cirque, ça veut dire quelque chose de circulaire. À l'époque romaine, les cirques, c'était justement plutôt là où on faisait des courses de chars ou ce genre de choses. Ou alors plutôt où il y avait les combats de gladiateurs. Et on les appelait cirques parce que ça avait une forme circulaire. Donc, mosaïque romaine du cirque de Barcelone, 4e siècle après Jésus-Christ, musée d'archéologie de Catalogne, Barcelone en Espagne. Avec la romanisation, les mosaïques d'inspiration romaine se multiplient dans les riches demeures ou les édifices publics. Ici, un char de course utilisé pour les jeux du cirque est représenté avec les noms des conducteurs et des chevaux. Donc, première des choses, on essaye de voir ce qui est représenté sur cette mosaïque. On essaie ensuite de l'analyser et on peut peut-être essayer de répondre à la question. Je vous laisse 2 petites minutes pour regarder cette mosaïque d'un peu plus près. Alors, cette mosaïque, on voit un homme sur un char avec 4 chevaux devant lui qui tirent ce char. Ça, c'est pour la description. L'analyse, on peut donc dire qu'il s'agit probablement de la représentation d'une scène de jeu du cirque, où il y avait des courses de chars. Il y avait plusieurs étapes dans les jeux du cirque, hein. Il n'y avait pas seulement les combats de gladiateurs, il y avait d'autres choses, notamment les courses de chars. Quand il y avait 2 types de courses, il y avait les courses avec deux chevaux qui tiraient le char, c'était le diige, et 4 chevaux qui tiraient le char, et c'était le quadrige. Ici, il s'agit probablement plutôt d'une course de quadrige. Donc l'activité culturelle qui est représentée, l'activité culturelle romaine qui est représentée sur cette mosaïque, il s'agit d'une course de chars durant les jeux du cirque, le quadrige. Pourtant, vous vous dites, il s'agit d'une mosaïque retrouvée en Espagne, d'une activité culturelle romaine. Bon, ça paraît un peu étrange, encore que ça soit ailleurs en Italie et pas forcément à Rome, d'accord, mais en Espagne, pourquoi? Et justement, on va voir que quand l'Empire va s'étendre, quand les Romains vont conquérir de nouvelles terres, ils vont imposer petit à petit leur culture. Ils vont pas forcément l'imposer par la force, mais simplement ils vont fortement encourager les élites à adopter la culture romaine. Et les élites vont le faire assez volontiers, parce que ça va faire assez chic. Et ça permet d'être intégré à l'Empire. Donc on va le voir, ça fait partie du processus de romanisation. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la ville de Rome, au départ, c'est une petite cité-État qui est fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça, on l'avait déjà vu. Et cette cité-État, elle va conquérir petit à petit d'abord l'Italie, durant plusieurs siècles, et elle finit par se retrouver dès 227 avant Jésus-Christ à la tête d'un empire territorial, puisqu'elle va commencer à faire des conquêtes en dehors de l'Italie. Rome finit par conquérir une grande partie du pourtour méditerranéen qui se romanise et adopte la culture romaine. Dès 27 avant Jésus-Christ, Auguste accède au pouvoir et il instaure la paix romaine, même si les conquêtes continuent. Et ça nous amène à notre problématique générale, que vous allez noter en rouge comme d'habitude. Problématique générale, comment les Romains parviennent-ils à maintenir une unité dans un empire aussi vaste? Comment les Romains parviennent-ils à maintenir une unité dans un empire aussi vaste? Alors, les objectifs de la séquence. Premier objectif, on va faire une étude de cas sur Trajan, donc il va falloir savoir qui est Trajan. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, vous allez devoir savoir ce qu'est la paix romaine, le culte impérial et la romanisation. Ce sont trois termes extrêmement importants que vous allez devoir connaître
et comprendre surtout. Troisième objectif, comprendre que la paix romaine, le culte impérial et la romanisation permettent l'unité de l'Empire. Les compétences maintenant que nous allons travailler dans la séquence. Première compétence, pratiquer différents langages. Deuxième compétence, ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période donnée. Troisième compétence, extraire des informations d'un document pour répondre à des questions. Quatrième compétence, justifier ses réponses. Cinquième compétence, situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres. Et sixième compétence, savoir que le document exprime un point de vue. Ces compétences, n'oubliez pas, vous les soulignez en vert, les objectifs en rouge et les compétences en vert. Et ça nous amène à notre première leçon. Pourquoi Trajan symbolise-t-il la gloire et l'unité de l'Empire ? Pourquoi Trajan symbolise-t-il la gloire et l'unité de l'Empire ? Et pour commencer, j'aimerais que vous preniez la page 108 de votre manuel. Alors d'abord, on va lire tout en haut de la page 108 ce qui est noté, pour savoir un peu plus précisément qui est Trajan. Né en Hispanie, donc l'Hispanie c'est une province qui correspond à l'Espagne actuelle, Hispanie, Espagne. Je reprends. Né en Hispanie, Trajan devient empereur en 98. Pas en 1998 ou en 198 ou 1898, non, en 98. Ses prestigieuses conquêtes militaires lui donnent une image de grand combattant. En 114, le Sénat lui décerne le titre de meilleur des princes pour sa politique de grands travaux et d'aide aux pauvres. Donc en haut de la page 108, vous avez une petite carte avec deux principaux figurés de surface, un figuré de surface orange clair et un figuré de surface orange foncé. La question est donc la suivante, à l'aide de cette carte, dites-moi où et quand les grandes conquêtes de Trajan ont-elles lieu ? Je vous laisse 5 minutes pour y répondre. Au pire, vous pouvez tout à fait chercher sur internet. C'est pas un souci. Alors, où est-ce qu'elles se déroulent ces conquêtes ? Elles se déroulent surtout au nord-est de l'Empire. On le voit, c'est le figuré de surface orange foncé qui nous montre les nouvelles conquêtes de Trajan. On voit une des régions qu'on appelle la Dacie, c'est la Roumanie actuelle, j'en ai déjà parlé avant. Donc c'est une de ces conquêtes. Et les autres conquêtes, elles ont lieu à l'extrême est de l'Empire, en Orient, notamment sur le territoire des Parthes. Les Parthes, c'était la dynastie qui était à la tête de l'Empire perse. Il y a eu plusieurs dynasties. Après, il y aura les Sassanides aussi, qui est une autre dynastie qui va remplacer les Parthes. Et donc, c'est les deux principales régions qu'il va conquérir, c'est la Dacie et l'Empire parthe, une partie de l'Empire parthe. Ces conquêtes ont lieu entre 98 et 117 après Jésus-Christ. Prenez maintenant les documents 2 et 3 de ces deux pages. Alors le document 3, on l'a déjà étudié. Prenons le document 2. Trajan vu par un auteur latin. On va le lire ensemble et ensuite, à l'aide de ces deux documents, on répondra à une question. Dans un discours prononcé en 100 après Jésus-Christ, Pline célèbre les mérites d'un empereur conquérant, bienfaiteur et bâtisseur,
qui a notamment fait construire le plus grand forum de Rome. Dans le prince qui nous gouverne, quelle heureuse alliance de toutes les belles qualités, quel harmonieux accord de toutes les gloires, comme chez lui l'enjouement n'ôte rien à la gravité, la simplicité à la noblesse, la bonté à la grandeur, et la dignité de son visage, dont les dieux semblent avoir paré sa tête pour la rendre plus vénérable. Tant de signes n'annoncent-ils pas à tous les regards que l'on voit un prince? Ce n'est point l'ambition du pouvoir, ni une crainte personnelle qui vous ont fait empereur. C'est l'intérêt d'autrui et un péril étranger. Mais votre modération est d'autant plus admirable que, nourri dans la gloire des armes, vous aimez la paix. Il s'agit d'un texte de Pline le Jeune, issu du panégyrique de Trajan, vers 113 après Jésus-Christ. Et là, c'est très important de comprendre ce texte. C'est très important de comprendre l'intention de l'auteur. Vous avez vu, il utilise le terme panégyrique. Alors, c'est un terme qui est resté, ça vient du grec, c'est un terme qui est resté encore maintenant dans la langue française. On l'utilise quand on doit parler d'un discours ou d'un texte à la louange d'une personne célèbre. C'est-à-dire qu'on va faire l'éloge d'une personne. Faire l'éloge, ça veut dire qu'on en dit du bien sans mesure. On dit du bien plus plus plus. Et là, on le voit très clairement, l'auteur, Pline le Jeune, dit beaucoup de bien de Trajan. Énormément de bien. Petite chose qu'il faut comprendre, juste pour vous mettre dans le contexte. Souvenez-vous, Auguste, c'est le premier empereur, mais il passe son temps à dire qu'il n'est pas empereur, parce que ça le fait pas trop aux yeux des Romains. Les Romains n'aiment pas les rois. Empereur et roi, c'est quand même un peu pareil. Donc lui, tout ce qu'il fait, c'est d'avoir des pouvoirs et de dire toujours « Non, 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 mais c'est le peuple qui est au pouvoir. J'ai rétabli la République. » Après, Auguste va mourir. Et ses successeurs, ceux qui vont pas trop se montrer comme empereurs, vont avoir bonne réputation, et les autres, au contraire, ils vont avoir mauvaise réputation, et certains vont même se faire assassiner. Et au bout d'un moment, on va changer de dynastie. Ça, c'est la première dynastie, c'est celle qu'on appelle des Julio-Claudiens. Il y a une deuxième dynastie qui va arriver, mais qui a quand même un petit lien de famille, plus ou moins, avec les Julio-Claudiens, et c'est la dynastie des Flaviens, avec Vespasien, Titus et Domitien. Et après Domitien, on a encore un changement de dynastie. Et là, on arrive à la dynastie des Antonins, avec justement l'empereur Trajan. Trajan fait partie de cette dynastie. Et c'est une dynastie un peu particulière parce qu'il n'y a pas vraiment de lien de famille avec les précédentes. Donc, les empereurs de cette dynastie, ils vont avoir des auteurs avec eux, de leur côté, qu'ils vont payer pour dire du bien d'eux. C'est-à-dire que non seulement les auteurs vont devoir rappeler à tout le monde que les Antonins sont au pouvoir parce qu'ils ont quand même un lien plus ou moins important avec leurs prédécesseurs, mais qu'en même temps ils sont meilleurs qu'eux. C'est-à-dire que les Antonins sont meilleurs que les prédécesseurs. En gros, les auteurs de l'époque des Antonins doivent dire au peuple « Regardez comme c'est bien maintenant qu'on les ait eux comme empereurs et plus les précédents. Les précédents, ils donnent la légitimité. » Mais ils étaient moins bien. Le seul qui est quand même vraiment bien considéré, c'est Auguste. Après les autres, très honnêtement, les auteurs vont pas franchement en dire toujours du bien, voire même beaucoup de mal. Donc, ce texte de Pline le Jeune, il n'est pas là pour rien. C'est pour dire tout le bien de Trajan, pour bien rappeler à tout le monde la chance que le peuple romain a d'avoir Trajan comme prince. Mais tout ce que dit Pline le Jeune n'est pas forcément vrai. Pline le Jeune exprime un point de vue, et ça, c'est très important à comprendre. Donc dans ce document 2, ainsi que dans le document 3 que nous avons déjà étudié en document d'accroche, je vais vous demander de relever les qualités de Trajan.
On les a déjà un petit peu mises en évidence dans le document d'accroche, dans le document 3, mais pensez également au document 2. Et je vais vous laisser, là, je vais vous laisser 10 minutes pour le faire. Vous regardez bien les deux documents et vous essayez de relever toutes les qualités de Trajan, toutes les qualités en tout cas que les auteurs ont voulu mettre en évidence. Alors, la première qualité qui est reconnue par les auteurs de ces documents, la première qualité de Trajan, c'est premièrement son humilité. C'est quelqu'un qui ne se met pas en avant, c'est quelqu'un d'humble. Ensuite, deuxième qualité qui est mise en avant, c'est sa générosité. Il fait construire des routes pour les marchands, il, euh, il, euh, il donne des choses au peuple, il bâtit, il construit un nouveau forum. Donc il est généreux. Même chose, il donne de la nourriture aux pauvres et aux enfants. Troisième qualité, il est clément. Donc il a de la clémence. Être clément envers quelqu'un, ça veut dire que on est capable de le pardonner. On est capable de voir qu'il a fait des choses mauvaises, certes, mais on est capable de dire que d'avoir de la douceur pour ces personnes-là, ne pas être trop rigoureux envers eux. Comme par exemple la Mésopotamie. La Mésopotamie, sur le document 3, implore la clémence de Trajan, et Trajan va montrer sa clémence. Après, ça, dans la réalité, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que vous allez voir, la Mésopotamie, elle va pas être conservée très longtemps. Donc Trajan, il n'avait pas le pouvoir d'écraser par terre et de tout détruire la Mésopotamie. Il l'a conquise, déjà c'était pas mal, mais ils vont pas la garder longtemps les Romains. Et la dernière qualité qui est mise en évidence, c'est sa modération. Je vous invite juste à regarder la dernière phrase qui est du texte 2, qui dit la chose suivante. Mais votre modération est d'autant plus admirable que nourri dans la gloire des armes, vous aimez la paix. Ça, c'est une phrase magnifique d'un point de vue du style et extrêmement importante pour comprendre qui était Trajan et surtout comprendre la mentalité des Romains. Parce que c'est peut-être pas forcément vrai ce que dit cette phrase. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les Romains trouvent que ce caractère-là qui est décrit par Pline le Jeune, est important, est une immense qualité. Nourri par la gloire des armes, vous aimez la paix. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que Trajan, sa gloire lui vient du fait que c'est un grand conquérant. Donc, c'est la violence, la guerre, le sang qui lui ont permis d'être quelqu'un d'important, d'être glorieux. C'était un grand général, Trajan. Mais en même temps, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la violence. Il n'aime pas la guerre. S'il pouvait, il s'en passerait. Seulement, il étend le territoire romain au-delà de ses frontières pour amener la culture romaine aux autres. C'est ça que veut dire l'auteur. C'est-à-dire que pour lui, c'est une espèce de mission qu'on lui a confiée d'aller conquérir d'autres peuples pour leur apporter la civilisation romaine. C'est ça que veut dire l'auteur. Encore une fois, c'est pas forcément vrai. C'est peut-être tout simplement pour avoir justement plus de gloire personnelle, pour étendre l'empire romain, avoir un plus grand territoire. Et la modération chez les Romains, c'est un trait de caractère extrêmement important. On n'aime pas les gens qui sont pas modérés. Par exemple, les Romains disaient que les Grecs étaient des gens pas modérés, ou pire, les barbares étaient des gens pas modérés. Or, les Romains doivent être modérés. Il y a une expression latine qui est très importante, qui dit in medio stat virtus.
Ça veut dire la vertu se trouve dans le juste milieu. La vertu, ça veut dire les bonnes choses, les, euh, les bonnes personnes, celles qui ont beaucoup de qualités, elles le trouvent, tout ça, dans le juste milieu. Ni trop, ni trop peu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se laisser marcher sur les pieds, mais en même temps, on ne doit pas écraser tout le monde. Ça veut dire qu'on ne doit pas être caché, timide, mais en même temps, on ne doit pas se mettre en colère pour rien. Donc, c'est tout ça. Le juste milieu, la modération, c'est extrêmement important pour les Romains. Et selon Pline le Jeune, notre empereur Trajan a ce trait de caractère et c'est quelqu'un de très posé et de très modéré. Bien, même si c'était une séance un tout petit peu plus courte, je sais que la reprise est un petit peu difficile, donc on va y aller en douceur. C'est comme quand on reprend le vélo. Si on se met à faire directement 150 km de vélo, à la fin de la journée, on n'en peut plus. Donc, euh, on va éviter d'avoir des crampes dès aujourd'hui et on va reprendre les choses petit à petit et on poursuivra le reste jeudi. Donc n'hésitez pas, je vous rappelle que si vous avez une question, vous pouvez me la poser soit sur Postclass, soit sur les commentaires de cette vidéo. Je vous rappelle que ça peut aussi peut-être aider les autres. Donc ne me les posez pas sur École Directe, mais vraiment utilisez soit Postclass, soit les commentaires de cette vidéo pour que tout le monde puisse avoir accès aux questions et que j'évite de répondre 15 fois aux mêmes questions, mais en privé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise, on se remotive, on reprend les bonnes vieilles habitudes, et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite.